L'invité de France Info aujourd'hui est Laurent Salier, membre du bureau politique des Républicains et porte-parole de ce mouvement. Jean-Michel Apathy. Bonjour Laurent Salier. Bonjour. Des élections législatives partielles ont eu lieu hier, c'était le second tour, Val d'Oise et Territoire de Belfort. Et dans les deux cas, la République en marche a perdu, les Républicains ont gagné. Que faire quand on a perdu? Enregistrer sa défaite, c'est ce que fait Isabelle Muller, qui était députée sortante du Val d'Oise et qui donc a échoué hier à retrouver son siège. On l'écoute. C'est perdu, voilà. On va féliciter le candidat Savigna des Républicains pour sa victoire. Vous aurez donc un député sans état d'âme sur cette circonscription. Il faudra en tirer les conséquences puisque c'est ce qu'il a écrit. Bon, on voit que la pilule n'est pas facile à avaler. Quelle leçon vous tirez de ces deux scrutins, Laurent Salier? Ce que l'on constate, c'est que la grandiloquence des discours d'Emmanuel Macron ne suffit plus aujourd'hui à camoufler la politique qu'il mène. Et il a été lourdement sanctionné sur sa politique économique avec le matraquage des classes moyennes et des retraités, mais aussi sanctionné sur son manque d'autorité. Je pense que notamment Notre-Dame-des-Landes a été un événement clé qui a démontré qu'il revenait sur ses promesses de campagne. Sanctionné aussi parfois pour le mépris qu'il porte à certaines catégories de Français ou le désintérêt. Et on l'a vu la semaine dernière avec les EHPAD, où on a dit 80 € pour chaque résident va résoudre le problème. Quand vous dites le mépris, vous pensez à quoi? Je pense qu'il a un comportement aussi qui fait que parfois les Français ont l'impression de ne pas être compris et entendus. Et ça, c'est très important. C'est pas du mépris, ça. C'est une forme de mépris quand vous ne vous adressez pas aux Français qui souffrent. Lorsqu'on est président de la République, on est président de tous les Français. On n'est pas uniquement président de la France qui va bien. Francis Bach, ok, mais Francis Bach, on aimerait bien entendre le président de la République dire aussi que la sécurité is back, que le respect de nos aînés is back, que effectivement le pouvoir d'achat is back. Francis Bach, on a l'impression d'entendre Nicolas Sarkozy. Beaucoup de gens, quelquefois, enfin beaucoup de gens, pas quelquefois, donc beaucoup de gens, font référence à Nicolas Sarkozy quand ils parlent d'Emmanuel Macron. Ça vous paraît pertinent ou pas? Pas vraiment, parce que Nicolas Sarkozy n'a jamais eu ce traitement des classes moyennes. Quand il a été au pouvoir, il avait mis notamment en place la défiscalisation des heures supplémentaires, et qui a été une mesure tout à fait en direction des classes moyennes, alors qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, à aucun moment, si vous voulez, n'agit pour les gens qui sont dans la difficulté. Le gouvernement qui continue à réformer, il a annoncé vendredi une réforme de la fonction publique, en disant notamment que peut-être des départs volontaires seraient nécessaires, et ceci correspond à la promesse de campagne d'Emmanuel Macron. 120 000 fonctionnaires de moins en 5 ans, avait dit le candidat Macron. Et Christophe Castaner, ministre des Relations avec le Parlement, est revenu ce week-end sur cette promesse et il explique la volonté de réforme de la manière suivante. Je pense qu'il faut oser quand quelque chose ne marche pas. Et aujourd'hui, globalement, notre fonction publique ne satisfait pas les 5,5 millions d'agents. C'est ça que je suis en train de vous dire. Ça ne marche pas, dit-il. Vous partagez le constat et donc la volonté de réforme, Laurent Salier? Bien sûr qu'il faut réformer. Néanmoins, ce que je constate, c'est que la promesse de 120 000 fonctionnaires, au rythme où, ce qui est prévu pour 2018, on va mettre 75 ans à vraiment l'accomplir. Vous en feriez plus, vous, en fait? Évidemment, de toute façon, on ne peut pas rester dans cette situation. Rendez-vous compte, 1600 fonctionnaires en moins en 2018. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à ce rythme-là, c'est effectivement 75 ans pour arriver aux 120 000. Est-ce que vous pensez... On imagine que ça va s'accélérer dans les prochaines années, mais selon le plan du gouvernement, parce qu'il ne va pas rester 75 ans en place. Est-ce que vous pensez, Monsieur Apathy, que l'on va faire partir volontairement 100 000 fonctionnaires? Vous pensez qu'ils vont quitter leur poste comme ça parce qu'il va y avoir... Évidemment que non. S'il y a des incitations financières? Certes, des incitations financières, mais les gens, quand ils partent, il faut bien qu'ils partent aussi pour autre chose. Oui, mais ça, ils ont envie de partir. Vous pensez bien qu'il n'y a pas 100 000 fonctionnaires qui vont décider cette année... C'est quoi la solution si ce n'est pas le plan départ volontaire? Quelle serait la bonne solution? C'est une restructuration totale. Nous, quand on avait mis la RGPP en place, nous avions réussi à déjà faire partir un certain nombre de fonctionnaires. Vous ne les remplaciez pas quand ils partaient à la retraite? C'était déjà une bonne chose, mais il n'y avait pas que ça. Rappelez-vous aussi... Selon les syndicats, du coup, devenait un peu aléatoire pour l'organisation des services. C'était un peu au pif, quoi. Non, c'était pas au pif. S'il y avait 4 personnes qui partaient dans un service, il n'y en avait que 2 de remplacés. Qu'il faille une réorganisation globale et une mise à plat totale, ça, on est tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas, en tout cas, avec juste une possibilité de départ à la retraite, avec une concertation, qui plus est sans calendrier sur une année, alors que c'était une promesse de campagne du candidat Macron. On a pu penser qu'à un moment, quand il l'avait annoncé, il avait imaginé comment il allait le mettre en place. Le programme de François Fillon, c'était 500 000 fonctionnaires de moins. Ça vous paraît crédible, ça? Ça me paraît beaucoup.
Ah, ça vous paraît beaucoup. C'était une erreur? Une erreur, je ne vais pas dire une erreur, mais en tout cas, je pense que la vérité est peut-être au milieu. Au milieu, oui, ça c'est toujours le plus commode de choisir le milieu. Diminuer le nombre de fonctionnaires et quand on fait le constat d'une insuffisance d'agents dans les prisons, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, c'est compliqué quand même. Hein, tout à fait, et c'est pour ça qu'il du coup, on se demande d'où on les enlève. Il faut une réorganisation et une mise à plat globale. C'est une véritable réforme de fond qu'il faut faire et pas des petits pansements que l'on met en lançant des concertations. Vous savez bien que quand on lance une concertation, en général, c'est qu'on se rend compte qu'on ne va pas pouvoir vraiment aller au bout d'une promesse. Mais en tout cas, ces 120 000 fonctionnaires, du moins ce plan de départ volontaire, Christophe Castaner l'a confirmé, une concertation commence demain et donc nous aurons l'occasion d'en reparler. C'est vrai que les Républicains vont mettre en place un contre-gouvernement, on appelle ça un shadow cabinet à Londres et c'est pas tellement dans la culture française. Vous confirmez cette volonté de Laurent Wauquiez ? Je n'ai pas encore l'information précise pour pouvoir confirmer. Si moi je l'ai, vous l'avez pas. Il y a quelque chose qui cloche. Je ne voudrais pas m'avancer sur quelque chose sur laquelle je n'ai pas de certitude. C'est une bonne idée ou une mauvaise idée ? Moi, je pense que c'est quelque chose d'intéressant, puisqu'on peut répondre thème par thème. Maintenant, l'organisation que décidera Laurent Wauquiez dans ses équipes, c'est son choix, et j'attends qu'il nous en informe précisément pour vous en faire part. Très bien. Et vous auriez envie d'être ministre de quoi dans ce shadow cabinet ? Moi, je suis porte-parole de mon parti, et j'en suis très heureuse, et je souhaite être à la hauteur de la mission qui m'a été confiée. Merci beaucoup, vous restez avec nous bien sûr. Voici l'essentiel de l'info avec Edwige Coupez, il est 8h39. Des blindés militaires et des herses devant le palais de justice de Bruxelles. Mesures de sécurité drastiques à quelques minutes de l'ouverture du procès de Salah Abdeslam, dernier survivant des commandos du 13 novembre, jugé pour une fusillade dans la banlieue de Bruxelles à la fin de sa cavale en mars 2016. Le ministre de l'économie à Elbeuf ce matin, l'une des communes sinistrées par la crue de la Seine. Le maire attend des mesures concrètes comme des travaux en amont pour retenir l'eau. 11 départements toujours en vigilance orange. La décrue est attendue aujourd'hui. 14 autres départements du centre-est sont en alerte pour la neige et le verglas. Manifestation des salariés de Carrefour ce matin devant le magasin de Montreuil près de Paris en présence de Philippe Martinez, le leader de la CGT, qui a appelé à une semaine de mobilisation pour dénoncer la fermeture de 273 magasins, en particulier des enseignes de proximité. Et puis près d'un Américain sur deux devant sa télé cette nuit, un show de 12 minutes aussi de Justin Timberlake à la mi-temps et la victoire surprise des Eagles de Philadelphie contre les New England Patriots. C'était la 52e édition du Super Bowl cette nuit aux États-Unis. C'est la finale du championnat de football américain. France Info. Laurence Sallier, membre du bureau politique et porte-parole des Républicains, est l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Vous avez marqué le début de la semaine dernière, Laurence Sallier, en déclarant ceci à propos de Gérald Darmanin. Nous respectons la présomption d'innocence, mais compte tenu des graves accusations qui sont portées et pour la sérénité de l'action publique, nous pensons qu'il n'a pas d'autre choix que de démissionner. Vous maintenez ce matin, Laurence Sallier ? Il vaut mieux qu'il démissionne ? Absolument, c'est la position du parti qui a été confirmée par notre président. Il n'y a pas d'ambiguïté. Évidemment, il vaut mieux qu'il démissionne compte tenu de la situation, pour la sérénité du débat public. C'est la position du parti, dites-vous, mais on constate beaucoup de désaccords dans le parti. Les Républicains, justement, on écoute plusieurs dirigeants des Républicains, notamment Éric Woerth et Bruno Retailleau. Dans ce pays, si on respectait un peu la présomption d'innocence, ça ferait du bien à tout le monde. Je n'ai jamais demandé la démission de quiconque, point final. Moi, je me fiche d'une ligne, d'une partie ou de quoi que ce soit. Je n'ai pas, moi, Bruno Retailleau, à me substituer au juge. Je pense qu'un responsable politique, toute personne d'ailleurs, tant qu'elle n'est pas jugée, a le droit à cette fameuse présomption d'innocence. Le premier intervenant qu'on a entendu était Jean Leonetti, qui est président du Conseil national. Quelle cacophonie, dis donc. C'est pas de la cacophonie, ce sont des prises de position personnelles. Ils sont dans votre parti, donc c'est pas la position du parti. Alors, ils ont le droit, évidemment. Ça. Pardon, mais si par exemple Laurent Wauquiez imposait la pensée unique, vous diriez qu'il est beaucoup trop exigeant sur le sujet. Aujourd'hui, on laisse les gens s'exprimer librement sur un sujet particulier.
ils ont le droit. Mais pourquoi particulier? Ça veut dire que sur d'autres sujets, chacun aura le droit de dire ce qu'il veut. C'est pas une ligne politique dans le sens, ça n'a rien à voir. On n'est pas en train de, comme on l'a évoqué précédemment, ça n'a rien à voir. Pourquoi ça n'a rien à voir? Je vais vous expliquer, parce qu'on n'est pas en train de décider une ligne politique sur l'Europe, sur la fonction publique ou sur une autre chose, où là, effectivement, il y a débat au sein de la famille, puis après, une ligne sera tranchée. Là, il s'agit d'une situation spécifique, chacun émet son avis. Mais nous aussi, nous respectons la présomption d'innocence. Mais nous constatons quand même 2 poids 2 mesures. Parce que quand Emmanuel Macron fait sortir 4 ministres qui ne sont pas mis en examen, c'est lui qui établit quelque part une jurisprudence. Et il n'y a pas de logique quand il dit aussi que la mise en examen, c'est officiellement le départ des gens. Parce que la mise en examen reste sous le coup de la présomption d'innocence. Et même la condamnation en première instance, et d'ailleurs, vous l'avez vous-même précisé la semaine dernière, puisque, alors qu'il y a une procédure d'appel, M. Gallet a été démis de ses fonctions. Mais du coup, tout le monde est dans les contradictions, et vous aussi, parce que vous dites on respecte la présomption d'innocence, mais il n'y a pas de mais. On n'accuse pas. Soit on la respecte, soit on la respecte, soit on ne la respecte pas. On n'accuse pas, on ne juge pas le fond. On estime une situation. Et on pense que, compte tenu de cette situation, il est meilleur pour l'exercice de la fonction, parce que ce n'est pas un petit ministère qu'a M. Darmanin, qu'il démissionne. Il est empêché de gouverner? Je pense que ça va être très compliqué. Mais vous ne pensez pas que lorsque l'on va arriver dans le débat sur les femmes, vous ne pensez pas que Marlène Schiappa est un peu gênée? Vous ne l'avez pas senti gêné? Moi, je l'ai senti très gêné la semaine dernière. Et je pense que les choses iront en augmentant. Mais on n'est pas là pour juger le fond. Sentir, c'est très subjectif, parce que Marlène Schiappa a indiqué que selon elle, Gérald Darmanin pouvait continuer à travailler au gouvernement. On a déjà posé la question à des personnes qui vous ont précédé à ce micro, Laurent Salier. Est-ce que les Républicains, ce serait cohérent, vont interroger par exemple le Premier ministre demain à l'Assemblée nationale pour dire mais comment M. Darmanin est encore au gouvernement alors qu'il serait bien, pour la sérénité des débats, qu'il n'y soit plus? Vous allez profiter de cet espace pour Je ne sais pas. Nous nous sommes exprimés. Notre position est claire. Je pense que ce n'est pas la peine de rajouter. Et à aucun moment, je vous le redis, et s'il vous plaît, nous ne souhaitons nous exprimer sur le fond de l'affaire. Parce que justement, nous respectons la présomption d'innocence et nous ne ferons aucun commentaire sur le fond. De fait, c'est une condamnation. Absolument pas. S'il ne peut pas continuer à travailler, c'est qu'il est coupable de quelque chose. Vous dites ça, mais ce n'est pas le cas. Certains disent que c'est une façon aussi d'éloigner, en demandant sa démission, et si jamais elle était acceptée, d'éloigner un rival de Laurent Wauquiez. Au fond, il vient des Républicains, ils sont de la même génération, même si M. Darmanin est un peu plus jeune. Il y a une rivalité entre M. Wauquiez et M. Darmanin qui serait à l'origine de cet appel? Vous me faites une annonce. Je n'ai jamais senti une quelconque rivalité. Et vous savez, on ne prend pas ce type de position sur des questions de rivalité ou ce que j'ai entendu de chasse à l'homme ou de destruction politique de l'adversaire. Enfin, je veux dire, c'est complètement insensé. Demander la démission d'un ministre, ce n'est pas la première fois que ça se produit. On l'a fait en toute sérénité et ce n'est absolument pas visé contre le ministre Gérald Darmanin. C'est une position politique simple et claire. Question d'actualité, un arrêté a été publié hier au journal officiel indiquant, un arrêté de 78 pages, je sais vous dire s'il est précis, que les cigarettes augmenteraient au 1er mars prochain. La moyenne de l'augmentation par paquet, ce sera 1 euro. C'est le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, et puis la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui ont signé cet arrêté. C'est une bonne mesure d'augmenter comme ça le prix du tabac? Alors je pense que là, compte tenu de l'augmentation globale de toutes les taxes, diesel, carburant, enfin énergie, ça va faire beaucoup pour le porte-monnaie des Français. C'est difficile d'évaluer en fait l'impact de l'augmentation. Il y a beaucoup d'études qui se contredisent sur le sujet. Je pense qu'aujourd'hui, le maximum des efforts doit être mis dans la prévention. Vous savez, quand on fume, parfois c'est aussi pour... Augmenter le prix du tabac, c'est du moins l'un des buts avoués, après on verra si ça marche, c'est dissuader les jeunes par le prix d'acheter et de fumer donc leur première cigarette. Ce n'est pas un objectif de santé publique que vous partagez? Je ne suis pas sûre, en fait, très clairement, Monsieur Apathy, que ça ait vraiment des résultats. Et puis le tabac, c'est aussi parfois, je vous dis, un moyen de compenser des stress et des souffrances. Est-ce que punir les gens parce que celui qui n'a pas la capacité de s'arrêter va payer plus cher parce que justement, je trouve que c'est très compliqué comme sujet. Et c'est pas une politique qu'il faudrait suivre, d'après vous? Pour moi, la prévention, c'est la meilleure des politiques. Oui, bien sûr, évidemment, oui. Et c'est important. La prévention, c'est mieux en tout, mais quand ça a ses limites, quoi. On peut aller plus loin en termes de prévention, j'en suis persuadée. C'est pas un peu facile comme réponse? Non, c'est ce que je pense.
Demain, le président de la République sera à Ajaccio. Et il y a une manifestation, d'ailleurs, samedi, très suivie des responsables, à l'appel des responsables corses par les Corses eux-mêmes. 6 000 personnes, disait la préfecture, 20 000 disaient les organisateurs. Ça, c'est classique, mais enfin, il y avait du monde. Et Gilles Simeoni, qui est président de l'exécutif de Corse, était l'invité de France Inter hier midi. Et à sa manière, il fait quand même planer une certaine menace. On l'écoute. Si on n'ouvre pas une perspective politique qui permette de régler par le dialogue, de façon progressive et concertée, en trouvant des points d'équilibre, des questions qui sont des questions politiques, économiques, sociales, culturelles, à ce moment-là, on crée une situation de blocage, on met en quelque sorte un couvercle sur la marmite, et forcément, on risque d'aller vers des situations de tension et peut-être de violence. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en Corse, Laurence Sallier? Qu'est-ce qu'il faut accorder aux dirigeants corses pour qu'on évite la violence, puisque c'est la menace que fait planer Gilles Simeoni? En tout cas, je pense que la situation de cacophonie dans laquelle va arriver demain le président de la République n'est déjà pas un bon démarrage pour une quelconque négociation. Comme vous le savez, les députés, enfin les élus En Marche ont voté une résolution présentée par les et c'est très économistes important. Nationalistes. Oui. Et cette résolution, on l'ont votée massivement. Hier, Christophe Castaner a dénoncé justement leur position. Je pense que c'est compliqué pour le président de la République et on se pose aussi la question de l'autorité du président de la République. Mais il faudrait quand ses propres faire des élus gestes... vont à l'encontre même de ce qui a été décidé par le parti. Il faudrait faire des gestes en rapprochant, par exemple, les prisonniers de Corse qui sont sur la métropole, les rapprocher de leur famille. Il faut faire ce type de geste ou pas? Ce que je peux vous dire, monsieur Apathy, c'est qu'en démocratie, il n'y a pas de prisonniers politiques. Est-ce que j'ai parlé de prisonniers politiques? Non. Non, les prisonniers. Et eux en parlent. Ah, eux en parlent, oui. Mais voilà. Les prisonniers, est-ce qu'il faut les rapprocher? C'est toute la base du raisonnement. Notre est-ce qu'il y a une mesure d'humanité à rapprocher des prisonniers de leur famille? Il n'y a pas de prisonniers politiques. D'accord. Ce sera ma réponse. Et donc, il ne faut pas les rapprocher. Donc, c'est ce que vous voulez dire? C'est ce qu'on comprend. Il faut les rapprocher ou pas? Non, c'est des mesures d'humanité, je ne sais pas. Vous pouvez insister, je ne vous répondrai pas plus que ce que je vous dis là. Très clairement, il n'y a pas de prisonniers politiques dans une démocratie et la France est une démocratie. Bon. Comme il n'y a qu'une seule langue, c'est la langue de la République française. Bon. Vous restez avec nous, il est 8h50, voici l'essentiel de l'info. Edwige Coupez. Il n'y a pas de transport scolaire ce matin dans le Gard, en Ardèche et en Lozère. Ce sont 3 des 14 départements placés par Météo France en vigilance orange pour la neige et le verglas. Le froid s'installe un peu partout dans le pays. Moins 4 degrés ressentis ce matin à Paris. 662 places d'hébergement d'urgence ont été ouvertes en Île-de-France dans le cadre du plan Grand Froid. Salah Abdeslam va-t-il enfin parler? Après un an et demi de silence, le dernier survivant des commandos du 13 novembre est jugé jusqu'à vendredi à Bruxelles. Pas pour son rôle dans les attentats de Paris et de Saint-Denis, mais pour une fusillade en mars 2016, à la fin de sa cavale, dans laquelle 3 policiers avaient été blessés. Une double défaite pour La République En Marche, battue dans les 2 législatives partielles du week-end, à Belfort et dans le Val d'Oise. Les Républicains remportent donc les 2 sièges. Un désaveu pour Emmanuel Macron, estime Laurent Wauquiez, le président de LR, qui voit une sanction sévère contre la politique du gouvernement. Pas de cantine demain dans certaines écoles, des profs en grève dans les collèges et dans les lycées, puis le primaire également touché, notamment dans le Gard, les Hauts-de-Seine et la Meurthe-et-Moselle. Journée d'action à l'appel du SNES, syndicat majoritaire, pour dénoncer notamment les 1300 profs en moins à la rentrée prochaine ou encore la prochaine réforme du bac. France Info. Laurence Sallier, membre du bureau politique et porte-parole des Républicains, est l'invité de France Info ce matin. Jean-Michel Apathy. Edwige Coupez le disait, le procès Salah Abdeslam démarre là dans les minutes qui vont suivre à Bruxelles. On écoute le parent de l'une des victimes du Bataclan qui va bien entendu suivre avec attention ce procès puisque Salah Abdeslam est le seul survivant des commandos du 13 novembre 2015 qui ont ensanglanté la France. On va se trouver confronté de visu avec la personne qui tenait l'une des armes qui a peut-être tué mon fils. Donc se trouver face à lui, c'est lourd, mais c'est la raison aussi pour laquelle il est important que nous soyons là. Et nous y allons aussi pour examiner en fait le comportement de Salah Abdeslam. Est-ce qu'il va accepter de collaborer avec la justice belge? Est-ce qu'il va au contraire rester dans cette attitude de déni ou de négation en fait de sa mise en cause?
Évidemment, ce procès sera suivi, on vient de le comprendre en écoutant le parent d'une victime du Bataclan. Le terrorisme continue de faire peser une pression importante sur la société. Il y a un débat, des Français sont actuellement arrêtés, ils seront peut-être jugés en Irak notamment, peut-être en Syrie. Ils peuvent risquer la peine de mort et la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a dit « dans ce cas-là, nous pourrions intervenir ». Est-ce que vous partagez ce sentiment qu'on ne peut pas abandonner des Français, notamment s'ils sont passibles de la peine de mort, dans les mains d'une justice étrangère? J'ai du mal à suivre, je vous avoue, parce qu'il y a vraiment des prises de position très différentes au sein du gouvernement. Je vous parle de celle-là. Tout à fait. Je ne sais pas si vous en avez entendu d'autres, mais je vous parle précisément. Oui, j'ai entendu que, quelle que soit la situation, de toute façon, on laissait les prisonniers être jugés dans le pays dans lequel ils se trouvent, en sachant que je ne vois pas bien comment on peut intervenir sur la justice d'un pays étranger avec lesquels, pour la plupart, nous n'avons pas d'accord particulier. Alors avec l'Irak, en tout cas, nous en avons, et en tout cas la possibilité de dire quelque chose si un des ressortissants français risque la peine de mort, puisque nous-mêmes, nous l'avons aboli. Ils sont partis en guerre contre leur pays. Qu'ils soient jugés sur place, c'est évident. Et s'ils risquent la peine de mort, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux? On fait comme si ça n'existait pas? Ce n'est pas à moi d'en juger. C'est une position politique que la ministre de la Justice a prise. Est-ce que vous la partagez ou pas? C'est une position politique que je n'ai pas, moi, en tant que porte-parole, à partager. Je vous en ferai part lorsque notre parti sera exprimé sur le sujet. Ça nous met quand même dans des situations auxquelles nous n'avions pas réfléchi auparavant et difficiles à formaliser, à évoquer. Effectivement, le terrorisme, réfléchir à ces problèmes. C'est très difficile. C'est un sujet très difficile. C'est pour ça que je ne voulais pas vous répondre à la légère, très clairement. C'est vrai que c'est une question qui est presque philosophique, qui dépasse, effectivement, qui est nouvelle, qui... Donc vous imaginez bien que répondre à la volée à ça, c'est très complexe. Donc il n'y a pas de position officielle pour l'instant du mouvement Les Républicains sur cette question? Il y aura des discussions. Je ne connais pas en tout cas la position du parti sur ce sujet précisément. Ce que je vois, c'est que ça nous renvoie, si vous voulez, au problème aussi du traitement des prisonniers radicalisés. Vous savez qu'on a quand même 500 prisonniers en France qui le sont pour des faits de terrorisme et 1200 à 2000, même certains syndicats le disent, qui sont radicalisés. Et il faut absolument prendre en compte la situation de ces prisonniers et aussi, puisqu'il faut se projeter, penser à leur sortie. Oui, une centaine devrait sortir entre cette année et 2020. N'oublions pas que ces gens-là sont des véritables dangers pour la population et il ne va pas falloir qu'on se retrouve devant les faits et qu'on anticipe justement la sortie de ces prisonniers pour qu'ils ne soient pas un danger pour la société. Moins dramatique, mais pas forcément moins intéressant. Une polémique s'est développée ce week-end autour de Laurent Wauquiez, donc le président des Républicains dont vous êtes le porte-parole. Laurent Sallier, ça concerne Sœur Emmanuelle. Laurent Wauquiez a participé vendredi en Haute-Loire à une initiative avec une association qui défend le travail, l'œuvre caritative qu'a menée Sœur Emmanuelle pendant des années, notamment en Égypte. Laurent Wauquiez dit, je la connaissais très bien, ce que les proches de Sœur Emmanuelle contestent. On écoute un extrait qu'a mis en scène vendredi soir le magazine Quotidien. Je l'ai rencontrée à peu près une dizaine de fois. En France? En France, et notamment il y a 1 an. C'était la dernière fois que je l'ai vue, où elle était déjà atteinte par la maladie. À ma connaissance, il l'a rencontrée une fois, peu avant sa mort, dans sa maison de retraite, où il s'est déplacé pour la rencontrer. Qu'est-ce qui est intéressant? On cherche toujours à savoir quelles sont les personnes, quelle est leur personnalité, qui prétendent nous diriger. Est-ce qu'il est un peu mythomane, Laurent Wauquiez? Quelle polémique stérile. C'est vraiment la réaction que j'ai eue, du coup, moi personnellement, lorsque j'ai vu ça vendredi. C'est stérile, enfin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça permet pas de mieux connaître quelqu'un? Attendez, vendredi, il a participé vendredi à un déjeuner organisé par une association, Sœur Emmanuelle, locale. Oui. Voilà. Une autre association, qui apparemment serait éventuellement, de ce que je comprends, en concurrence avec la première, dénonce le rapprochement ou la connexion entre Laurent Wauquiez et Sœur Emmanuelle. Enfin, tout ceci n'a pas de sens. Est-ce qu'il était au déjeuner? Oui. Est-ce qu'il œuvre avec cette association? Oui. Voilà les faits. Après, qu'on revienne sur... Comment voulez-vous imaginer que quelqu'un... Enfin, je veux bien qu'on soit dans le Wauquiez bashing, permanent, mais comment imaginer que quelqu'un raconte... Donc cette femme ment, alors... Cette personnalité, cette femme ment. Non, c'est une ancienne collaboratrice elle ment pas. Elle de dit, Sœur Emmanuelle. à ma connaissance... C'est elle qui gérait son agenda. Oui, alors, à ma connaissance, c'est très important. À ma connaissance, c'est une formule assez précautionneuse de sa part, quand on a vu la totalité du reportage qui lui a été consacré, parce qu'en fait, elle dit non, il ne le connaissait pas. Voilà.
Ah, c'est comme ça. Elle dit non, mais et la question, c'est pas tellement sur Emmanuel. Est-ce que vous pensez, est-ce que Laurent Wauquiez a un rapport à la réalité qui est sain? Voilà, c'est ce que suggère ce genre de polémique. Il n'a aucun problème avec la réalité. Il n'y a pas de mythomanie, vous le connaissez bien. Je le connais très bien et depuis longtemps. Et je vous assure que je ne l'imagine absolument pas raconter ce genre d'affaires. En plus, si ça n'est pas la vérité. Mais évidemment, enfin, surtout sur des gens pour lesquels on a autant de respect. Vous vous imaginez aller raconter ça? Enfin, je veux dire, c'est absolument délirant. Il ferait un bon président de la République, d'après vous, Laurent Un excellent président de la République. Ah, ça y est, c'est parti déjà. C'est pas la porte-parole qui vous parle alors, mais c'est la politique. On n'est pas tout le temps été proche de lui. Hein. C'est vrai, tout à fait. Mais on évolue et quand on connaît les gens, on apprend à les apprécier. Merci beaucoup, Laurent Sallier. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur Merci France Info. Très bonne journée à vous. Merci.